Vous écoutez On lit pour vous. Les Premières Nations en Alberta cherchent conseil au Québec. Un texte de Ismaël Oudassine, paru le 16 juillet 2026 dans Radio-Canada, Espace autochtone. Réunis à Ottawa, des chefs de l'Alberta ont amorcé un dialogue avec leurs homologues québécois afin de tirer les leçons des référendums de 1980 et de 1995. À leurs yeux, la possible indépendance de l'Alberta ne constitue pas seulement une menace pour l'unité canadienne, elle remet directement en jeu les traités, les territoires et les ressources des Premières Nations. La scène aurait été difficile à imaginer il y a encore quelques mois. Dans les couloirs du centre Rogers d'Ottawa, où se tient l'Assemblée générale annuelle de l'Assemblée des Premières Nations, des dirigeants autochtones de l'Alberta sont venus à la rencontre de chefs du Québec pour parler de souveraineté, de référendum et de frontières. À l'origine de cet échange se trouve Trevor Mercredi, grand chef de la Confédération des Premières Nations vivant sous le traité numéro 8. L'épicentre de la production de sable bitumineux du Canada se trouve dans le territoire visé par ce traité. Alors que les velléités indépendantistes gagnent en visibilité dans sa province, le dirigeant cherche à comprendre comment les Premières Nations du Québec ont traversé les référendums de 1980 et de 1995 et quelles leçons l'Alberta pourrait en tirer. Nous avons eu une discussion hier avec les chefs du Québec, explique-t-il en entrevue. L'Alberta a fait face à la séparation, tandis que le Québec vit avec cette question depuis de nombreuses années. Nous nous sommes donc assis avec eux pour trouver des idées et établir des relations. La rencontre a notamment réuni Trevor Mercredi et Francis Véraud-Paul, chef régional de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, APNQL. Elle ne visait pas encore à établir une stratégie commune, mais plutôt à ouvrir un canal de communication entre deux régions placées devant des situations politiques à la fois comparables et profondément différentes. Nous avons parlé de la question de la séparation et de la façon dont nous pouvons travailler ensemble, poursuit Trevor Mercredi. Il s'agit de comprendre comment ils ont géré cette situation dans le passé au Québec et comment nous la vivons aujourd'hui en Alberta, afin de nous assurer d'adopter une position forte. Les leçons du Québec. Du côté québécois, Francis Véraud-Paul se montre prudent. Le chef régional ne prétend pas avoir fourni un mode d'emploi à ses homologues des prairies. Il insiste plutôt sur le caractère exploratoire de la rencontre. « Je ne pense pas qu'on ait donné de conseils », précise-t-il. Il indique que plusieurs chefs québécois étaient déjà en fonction lors du référendum de 1995 et siègent encore aujourd'hui autour des tables politiques des Premières Nations. Cette mémoire politique pourrait devenir précieuse pour les dirigeants albertains. Durant les campagnes référendaires québécoises, les nations autochtones avaient affirmé qu'elles ne pouvaient être entraînées contre leur gré dans un Québec indépendant. Elles avaient aussi défendu leur propre droit à l'autodétermination et rappelé que leur territoire ne pouvait simplement être intégré à un nouvel État sans leur consentement. Francis Véraud-Paul souligne cependant que le contexte albertain ne reproduit pas exactement celui du Québec. La question est même devant les tribunaux. Il y a eu un jugement favorable accordé aux Premières Nations. Ceci dit, l'Alberta semble aller de l'avant vers l'automne pour poser une question. Le contexte est différent de ce qui a été vécu en 1995 et en 1980. En mai, la Cour du banc du roi de l'Alberta a annulé l'approbation d'une pétition citoyenne sur l'indépendance, estimant que les Premières Nations auraient dû être consultées avant que le processus soit autorisé. Le gouvernement provincial a néanmoins prévu de soumettre une question liée à la séparation lors du référendum du 19 octobre. Les électeurs devront se prononcer sur le maintien de l'Alberta au sein du Canada ou sur l'ouverture d'un processus constitutionnel pouvant mener à un éventuel référendum contraignant sur l'indépendance.
Cette démarche demeure vivement contestée par un certain nombre de chefs des Premières Nations qui estiment ne pas avoir été adéquatement consultés et craignent que leurs droits issus des traités ne soient relégués au second plan dans le débat. Ce sont des terres visées par les traités. Pour Trevor McLeod, le débat repose sur une méconnaissance fondamentale de l'histoire canadienne. L'Alberta, rappelle-t-il, a été créée en 1905 après la conclusion de plusieurs traités entre la Couronne et les nations autochtones. Il est important de comprendre que l'Alberta elle-même n'a été formée qu'après la conclusion des traités, insiste-t-il. Il explique que le traité numéro 8, signé en 1899, couvre un immense territoire qui dépasse largement les frontières actuelles de la province. Il s'étend sur le nord de l'Alberta, mais aussi sur des parties de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et des territoires du Nord-Ouest. Une sécession albertaine créerait donc, selon les chefs, une nouvelle frontière internationale au milieu d'un territoire régi par une relation historique avec la Couronne. Le grand chef refuse ainsi que les frontières provinciales soient considérées comme supérieures aux droits issus des traités. Lorsqu'on entend parler de séparation, il faut s'assurer que tout le monde comprenne qu'il s'agit de terres visées par les traités et de ressources visées par les traités, affirme-t-il. Les séparatistes peuvent avoir des griefs envers le gouvernement fédéral, mais cela ne signifie pas qu'ils ont le droit de s'approprier nos ressources et nos terres pour leurs propres objectifs, dit Trevor McLeod, grand chef de la Confédération des Premières Nations visée par le traité numéro 8. Si le projet devait progresser, Trevor McLeod promet de défendre les nations représentées par le traité numéro 8 devant les tribunaux. Pour les chefs albertains, aucune redéfinition des frontières canadiennes ne pourrait intervenir sans leur consentement libre, préalable et éclairé. Cette position rejoint celle défendue cette semaine par la chef nationale de l'Assemblée des Premières Nations, Cindy Woodhouse-Nipinac. Plusieurs dirigeants albertains ont adopté un ton encore plus combatif. Le chef de la Première Nation de Cold Lake, Kelsey Jacko, a ainsi décrit le rapport de force actuel comme une véritable guerre politique. La bataille ne se déroulera toutefois pas uniquement devant les juges. Les dirigeants du traité numéro 8 préparent leurs membres à participer au référendum provincial d'octobre. « Nous organisons notre peuple et nos nations », déclare Trevor McLeod. Nous mettons en place une campagne pour que nos membres soient prêts à voter, qu'ils aient leur pièce d'identité et qu'ils sachent où se trouvent les bureaux de vote. Vous écoutez « Les Premières Nations en Alberta cherchent conseil au Québec », un texte de Ismaël Oudassine, paru le 16 juillet 2026 dans Radio-Canada, Espace autochtone. Cette mobilisation doit permettre aux Premières Nations de faire entendre leur voix dans une consultation qui, selon le grand chef, servira également de répétition générale en prévision d'autres affrontements politiques. Le référendum d'octobre n'est pas contraignant. Il nous donnera vraiment l'occasion d'amener nos membres aux urnes et de nous assurer que nos voix soient entendues, souligne-t-il. Malgré l'inquiétude perceptible parmi les chefs, Trevor McLeod ne décrit pas les communautés comme étant prises de panique. Il parle plutôt d'une mobilisation nourrie par la crainte que les droits issus des traités soient mal compris ou relégués au second plan dans le débat public. Nos nations sont préoccupées par les discussions sur la séparation en raison du manque de compréhension chez une majorité d'Albertains et de Canadiens, des traités et des accords fondateurs qui ont contribué à créer le Canada et les provinces, dit-il. D'après lui, les traités sont encore trop souvent présentés comme de vieux documents symboliques, sans portée concrète. Certains Albertains croiraient même que les Premières Nations ont entièrement codé leurs terres et renoncé à leurs droits lors de leur signature, déplore-t-il. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'un mythe et non d'un véritable document. Notre système d'éducation doit prendre du recul et examiner la véritable histoire du Canada afin que nous puissions avancer dans la bonne direction, dit-il.
Le chef voit néanmoins une conséquence paradoxalement positive dans la montée du séparatisme. Rarement les traités auront-ils occupé une place aussi importante dans le débat politique albertain. Pourquoi faut-il des poursuites judiciaires et des discussions sur la séparation pour que les gens parlent des droits issus des traités? Demande-t-il. Tout à coup, il se retrouve au premier plan. Des soupçons d'influence américaine. Une autre préoccupation traverse les discussions à Ottawa, celle d'une possible influence venue des États-Unis. Certains militants séparatistes ont publiquement évoqué la possibilité qu'une Alberta indépendante se rapproche de Washington, voire qu'elle rejoigne un jour les États-Unis. Trevor McCloskey affirme observer une forte influence américaine dans sa province. Les chefs signataires de traités en Alberta ont adopté une résolution demandant une enquête sur le financement et les appuis dont bénéficierait le mouvement séparatiste. « Nous ne disons pas qu'un acte de trahison a été commis, » précise-t-il, mais nous aimerions qu'une enquête soit menée pour savoir comment le processus de séparation est financé, qui le finance et qui se trouve derrière ces discussions. Le chef s'interroge notamment sur les liens entretenus aux États-Unis par certains responsables et militants albertains. Il estime que les circonstances entourant le financement et les appuis du gouvernement séparatiste mériteraient d'être examinées. « Je pense qu'à l'avenir, cela finira par être révélé, » avance-t-il. Tout finit toujours par apparaître au grand jour. Ce qui est fait dans l'obscurité finit par être montré à la lumière. Une solidarité nationale à construire. Au-delà de l'Alberta et du Québec, Trevor McCloskey assure que les Premières Nations du pays sont unies contre toute tentative de sécession menée sans leur participation. Il existe absolument une solidarité partout au Canada avec nos nations lorsqu'il est question de séparation, affirme-t-il. Cette solidarité devra néanmoins être transformée en stratégie. La rencontre avec Francis Véro-Paul constitue, à ses yeux, une première étape. Créer des liens, comparer les expériences et préparer une réponse commune avant que la crise ne s'aggrave. Le chef québécois de la PNQL entend lui aussi maintenir ce dialogue. « On va continuer à suivre la situation albertaine, dit-il. Notamment parce que les décisions rendues par les tribunaux pourraient créer une jurisprudence utile ailleurs au Canada. On a beaucoup de connaissances à se partager, observe Francis Véro-Paul. La réalité de chaque région est différente parce que les gouvernements provinciaux et territoriaux sont très différents. Ces relations sont différentes, alors on essaie de partager ce type d'expérience. La question albertaine devrait donc dépasser largement les frontières de la province de l'Ouest au cours des prochains mois. L'indépendance de l'Alberta pourrait notamment se retrouver au cœur de discussions prévues le 26 octobre lorsque des dirigeants des Premières Nations de partout au pays doivent rencontrer le premier ministre Mark Carney ainsi que les premiers ministres provinciaux et territoriaux. C'était « Les Premières Nations en Alberta cherchent conseil au Québec », un texte de Ismaël Oudassine, paru le 16 juillet 2026 dans Radio-Canada, Espace autochtone.
De rocker à chef d'orchestre de la science. Un texte de Philippe Mercure paru le 19 juillet 2026 dans la presse. Difficile de faire plus cow-boy comme arrivé. Jérôme Duprat surgit sur sa monture à l'intersection des avenues du Parc et du Mont-Royal où nous nous étions donné rendez-vous. Il nous dépasse sans s'arrêter, brandit un bras en l'air et trace des cercles de la main. Non, le fringant cow-boy n'est pas monté sur un cheval, mais sur un Bixi électrique. Et s'il gesticule ainsi, ce n'est pas pour mimer le maniement de l'assaut, mais pour signifier quelque chose que j'interprète comme « Laissez-moi tourner autour afin de trouver une station à laquelle ancrer ce vélo et j'arrive ». En le voyant finalement arriver à pied, vêtu d'un veston et chaussé d'espadrilles blanches, on se dit que le nouveau scientifique en chef du Québec, nommé en mai dernier, a un indéniable facteur cool. Mon idée était d'interviewer Jérôme Duprat en montant le Mont-Royal. C'est que l'homme est un spécialiste de l'économie environnementale. Pour sa thèse de doctorat, il a calculé que les écosystèmes du Grand Montréal rendent pour 2,2 milliards de dollars de services chaque année. Quoi de mieux que de discuter de la valeur de la nature entourée de celle-ci, tout en parlant de sa nouvelle carrière de scientifique en chef. C'était sans compter une violente pluie qui se déclenche dès la première minute de notre ascension. Nous discutons sous des parapluies pendant que Bob, notre photographe, se fait lessiver. L'aspect agréable du concept n'est pas tout à fait au rendez-vous, et nous trouvons refuge dans un café de l'avenue du Parc afin de poursuivre la discussion. C'est là que je mesure à quel point Jérôme Duprat est prêt pour occuper ce poste de scientifique en chef. Mon slogan est simple. La science, c'est le cœur de l'avenir du Québec, dit le nouveau scientifique en chef du Québec. Si vous connaissez Jérôme Duprat comme bassiste des Cowboys fringants, son côté festif vous est familier. Il y a quelques années, j'ai accompagné le musicien lors d'un spectacle afin de rédiger un portrait de lui. Sur scène, le bassiste avait fini la soirée torse nu sous son veston, balançant des canettes de bière dans la foule. Mais Jérôme Duprat est un être à plusieurs facettes. Et cette fois, c'est le scientifique sérieux et appliqué que j'ai devant moi. Il me parle avec conviction du plan en 4 points qu'il a pondu pour propulser la science au Québec. J'y reviendrai. Des forces et des lacunes de la province en sciences, des nombreux programmes des fonds de recherche du Québec, FRQ, qu'il connaît comme le fond de sa poche. Cet organisme gouvernemental distribuera cette année 257 millions de dollars en bourse et en subventions aux chercheurs québécois, et Jérôme Duprat en est devenu d'office le PDG. Je lui avoue avoir été étonné par sa nomination. Celui qui était déjà professeur, entrepreneur, musicien et papa, n'était-il pas déjà assez occupé? Il y a eu un alignement d'astres qui a rendu ça possible, explique-t-il. D'abord, la mort du chanteur Carl Tremblay en 2023 a forcé le célèbre groupe Les Cowboys fringants à se mettre sur pause. On a une volonté de revenir ensemble, mais il n'y a rien à l'agenda. La table était plus libre de ce côté, dit-il. À l'Université du Québec en Outaouais, UQO, où il est professeur et titulaire d'une chaire de recherche en économie écologique, le moment était aussi propice. À l'université, on fonctionne sur des cycles de 5 ou 6 ans balisés par des années sabbatiques, explique-t-il. Les projets que j'ai actuellement sont plutôt sur la fin et j'ai un grand cycle d'étudiants qui diplôment. Le gouvernement a d'ailleurs accepté qu'il conserve son poste 6 mois afin de terminer ce qui est en cours. Quant à l'entreprise de consultation qu'il a cofondée, Habitat, et dont Jérôme Duprat était PDG jusqu'à tout récemment, il avait déjà pris la décision de passer le relais. Bref,
Il a prêté attention lorsque Québec s'est mise à la recherche d'un scientifique en chef afin de succéder à Rémy Quirion, qui a occupé la chaise pendant 15 ans. Rémy a bâti quelque chose de fantastique, dit Jérôme Duprat. Si les fonds de recherche du Québec et le bureau du scientifique en chef m'intéressaient, c'est parce que c'est un trésor national. Je ne suis pas là pour tout revirer de bord, c'est une continuité. Par contre, on arrive à un moment où il y a des changements de société et il faut en tenir compte. La vision en 4 temps qu'il a proposée au gouvernement montre bien où il loge. Point numéro 1. Jérôme Duprat estime que la science québécoise doit davantage être canalisée vers nos problèmes de société. L'idée est de maximiser les retombées écologiques, sanitaires et sociales de la science, dit Jérôme Duprat. On a de grands chantiers de société au Québec. Le vieillissement de la population, les changements climatiques, les impacts de l'intelligence artificielle, la précarité sociale, le logement, la pauvreté. La science peut jouer un grand rôle là-dedans. Le deuxième point, c'est la participation de la science à l'économie, poursuit Jérôme Duprat. On a encore une économie de ressources naturelles, une économie manufacturière. On est des champions du monde en recherche, mais il faut maintenant être capable de développer notre économie là-dessus, de s'assurer que toute la chaîne de valeur soit fluide. Il parle de la propriété intellectuelle qui quitte le Québec, d'une culture de l'entrepreneuriat à développer auprès des scientifiques, du manque de financement pour les jeunes entreprises qui veulent croître. Troisième pan de sa vision, engager un dialogue avec la société. Il faut parler des attaques sur l'intégrité de la science, de désinformation, des biais des algorithmes, de la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle se développe, estime le nouveau scientifique en chef. Ici, peut-être que ma personnalité connue du monde des arts amènera une curiosité. J'espère en tout cas que ça me permettra d'engager ce dialogue. Jérôme Duprat se donne finalement comme mission de mieux faire rayonner la science québécoise à l'étranger. On est dans une ère de bouleversement géopolitique, rappelle-t-il. On parle de développer de nouveaux canaux commerciaux, mais il y a aussi toute l'influence que peut amener la diplomatie scientifique. Ça passe par faire rayonner le Québec avec nos pôles d'expertise. Il s'agit aussi de donner accès à nos chercheurs aux meilleurs réseaux, aux meilleures infrastructures. Dans la plupart des pays qui disposent d'un tel poste, les scientifiques en chef jouent strictement un rôle de conseiller auprès des gouvernements. En dirigeant aussi les fonds de recherche du Québec et les centaines de millions de dollars qui y sont rattachés, celui de notre province a un plus grand pouvoir pour articuler sa vision. C'est une force absolument unique, estime Jérôme Duprat à propos de ce double rôle. Il réfléchit actuellement aux façons d'intervenir dans la campagne électorale afin de rappeler l'importance de la science. J'ai un devoir de réserve, souligne Jérôme Duprat, mais je voudrais quand même donner des notes à tous les partis sur comment on voit les choses, de façon transpartisane, de faire prendre conscience que la science et la recherche, c'est un pilier. Au lendemain de sa nomination, celui qui n'a jamais caché sa fibre de militant environnemental avait affirmé qu'il n'allait pas là pour se taire. « J'ai décidé de changer de rôle, mais je reste la même personne, avec les mêmes valeurs et les mêmes positions, dit-il. Je les canalise maintenant d'une façon différente parce que je pense que je peux avoir un impact et une influence dans ce rôle-là, sans renier ce que j'ai fait par le passé. La protection de la nature a toujours été l'un de ses grands combats et il ne le laissera pas tomber. Il estime que l'idée d'attribuer une valeur économique à la nature, qu'il a contribué à populariser, est aujourd'hui bien acquise. Aujourd'hui, le défi est d'entrer ça dans nos pratiques comptables, nos politiques fiscales et dans le financement des grands projets, dit-il. Lorsque je lui demande s'il s'inquiète de mettre sa carrière de chercheur sur pause pour aller travailler dans la fonction publique, il me répond que le succès en sciences ne se résume pas à publier des articles dans les revues savantes.
que l'implication dans la société, ça compte, et que les fonds de recherche du Québec ont justement commencé à en tenir compte dans leurs évaluations. Jérôme Duprat est un scientifique touche-à-tout investi de toutes sortes de façons dans la société. Espérons qu'il pourra faire déteindre cette implication et cette multidisciplinarité sur toute la science québécoise. Chose certaine, il est maintenant dans la position de faire la pluie et le beau temps pour la science québécoise. Même si, ce jour-là, il n'a rien pu faire pour arrêter l'averse. 3 facettes de Jérôme Duprat. Jérôme Duprat porte plus d'un chapeau. Il y a désormais celui de scientifique en chef du Québec, mais il ne renonce pas aux autres. Voici ceux qui, encore aujourd'hui, lui font le mieux. Le musicien. Fondé au milieu des années 1990, le groupe Les Cowboys Fringants n'a pas besoin de présentation. En plus d'en être le bassiste, Jérôme Duprat compose la section rythmique des chansons, batterie et basse. Le groupe a publié une douzaine d'albums et connu du succès autant au Québec qu'en Europe francophone. Les membres Jean-François Posé et Marie-Annick Lépine poursuivent actuellement des projets solos, mais pas Jérôme Duprat. Le professeur. Spécialiste de l'économie écologique, Jérôme Duprat est professeur au département de sciences naturelles de l'Université du Québec en Outaouais, UQO, et titulaire de la chaire de recherche du Canada en économie écologique. Parmi ses spécialisations, on compte aussi l'aménagement du territoire et la conservation de la biodiversité. Jérôme Duprat a également été membre du Comité consultatif sur les changements climatiques, un groupe de scientifiques qui conseille le gouvernement sur les questions climatiques. L'entrepreneur. Jérôme Duprat veut stimuler le réflexe entrepreneurial chez les scientifiques québécois et il est bien placé pour le faire. En 2017, il a cofondé l'entreprise Habitat avec Andrew Gonzalez, professeur à McGill, et son collègue de l'UQO, Christian Messier. L'entreprise, qui compte maintenant une trentaine d'employés, aide autant les municipalités et les ministères que les propriétaires privés à planifier des interventions dans les milieux naturels. Jérôme Duprat en a été le PDG pendant des années, mais a cédé sa place récemment. Vu ses nouvelles fonctions, sa participation dans l'entreprise sera modifiée pour respecter les règles d'éthique du gouvernement du Québec. C'était « De rocker à chef d'orchestre de la science », un texte de Philippe Mercure paru le 19 juillet 2026 dans la presse.